Alors, quelle émotion, mon Dieu. Lutter pour qu'il demeure. Hein? Alors, on va faire un petit peu salon. Je vais vous offrir un cadeau empoisonné, ça s'appelle un micro. Vous faites micro commun. Ok, on devrait y arriver. Ah, ils sont nombreux, hein, quand même. Vous avez vu? Moi, j'aimerais vous remercier parce que je pense que j'irai jamais de ma vie sur les traces de la Panthère des Neiges. Mais j'ai vécu ce genre d'émotion. Et je trouve que ça fait du bien de ralentir. Et là, vous nous avez offert un film où on prend le temps de vivre, de contempler la beauté du monde. Et ça fait un bien fou dans ce monde où justement tout va tellement vite. Alors merci. Et puis je pense à tous les Tibétains qui n'ont pas une vie très facile, en tout cas pour ceux qui habitent encore dans leur pays. Et je me demandais un petit peu comment ça s'est passé là-bas. Est-ce que ça a été compliqué d'aller tourner et est-ce que l'armée chinoise vous a laissé un petit peu tranquille et comment ça se passe aussi pour les gens que vous avez rencontrés sur place? Ça s'appelle... bon, bref. Moi, je répondrais juste sur les Tibétains. Aujourd'hui, en fait, on a rencontré, en présentant le film à Rome il y a 2 jours, une représentante des Tibétains en Italie. Et elle nous disait qu'en ce moment, sous couvert de Covid, les familles sont séparées de leurs enfants, les enfants sont embarqués, on leur prélève de l'ADN, on ne sait même pas ce qu'ils font avec. Et les enfants, si j'ai bien compris... parce que je ne parle pas italien couramment, retrouvent leur famille plus tard, voire les retrouvent pas, et elles sont un peu comme lavage de cerveau, quoi. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est très grave, voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à soutenir ce peuple très opprimé, et c'est un peu ce qu'on a ressenti en allant tourner là-bas. Voilà une culture qui s'éteint parce qu'un peuple en opprime un autre, et ça c'était assez pénible, hein, en fait. Oui, et on avait un peu peur pour Tseptrim. On le voit pas dans le film, mais c'était notre guide tibétain. Les premiers voyages, je l'avais sollicité, et c'est vrai qu'on n'avait plus de nouvelles du tout, donc on était un petit peu inquiets. Et là, on en a, donc ça fait plaisir. Parce qu'évidemment, nous, on est partis là-haut sans dire qu'on faisait un film. On était juste des touristes. À chaque fois, je partais avec un visa touristique. Et puis, on disait qu'on était des birdwatchers, sans quoi on aurait eu des Chinois en permanence derrière nos bottes. Et puis, on a eu des soucis avec la police à plusieurs reprises. Alors, pas là avec Sylvain et Marie, mais moi sur des voyages précédents. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, Tseptrim était souvent un peu dans l'embarras. Donc, ça a été assez violent, quoi. Donc, non, c'est sûr que là-dessus, on est face à... Bon, une fois qu'on est en montagne, on le ressent moins, mais il y a toutes des étapes avant d'y être qui sont compliquées, ouais. Et voilà. Et ces gens que vous avez côtoyés sont encore nomades? Ce sont des nomades, ouais. Ce sont des nomades, et puis non, il faut être attentif à aussi ne pas, parce qu'on peut les mettre un peu dans des positions délicates si on y va, quoi. C'est vrai qu'on peut, il y a beaucoup de délations là-haut, même entre eux. Les soucis que j'ai eu avec la police chinoise, en fait, finalement, c'était des Tibétains qui ont été embrigués dans la police chinoise et qui ont été complètement formatés. Et donc, c'est très particulier. En tout cas, très particulier. Et la panthère là-haut, est-ce qu'elle est chassée? Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce qu'elle attaque parfois les troupeaux? Comment ça se passe? Alors la panthère, elle est plutôt au Tibet, on ne soupçonne pas, mais comme c'est très peu fréquenté, l'accès est compliqué à cause du problème géopolitique, c'est qu'on a du mal à estimer la population de panthères. Donc on suppose qu'elle est un peu sous-estimée, il y en a plus qu'on ne pense. Et étrangement, les Chinois, alors c'est une horreur parce qu'ils détruisent à certains endroits,
Surtout là, ils exploitent énormément. Il y a des mines un peu partout pour les métaux rares. Mais en dehors de ça, ils vont te faire des réserves où là, c'est strictement interdit. Ils vont enlever tous les nomades et c'est pour la panthère. Donc c'est un gros paradoxe. Donc il y a une réserve qui s'appelle le Kekesheli. C'est des milliers d'hectares. C'est un énorme plateau sur le Changtang où il y a la panthère, les yaks sauvages. Et là, c'est strictement interdit d'y pénétrer. C'est vraiment que pour la faune. C'est étrange. Hein. Donc la population de la panthère, on ne sait pas trop. Elle est estimée entre 5 et 10 000. C'est tellement compliqué. Sur tout l'arc himalayen. Hein. Donc elle est sur pas loin plus d'une dizaine de pays. 14 pays, je crois, au final. Que ce soit de la Mongolie, en passant par l'Asie centrale, Kirghizistan, Tadjikistan, jusqu'au Bhoutan. Et la Chine, évidemment. Donc je pense que c'est probablement sous-estimé. Donc c'est pas le félin qui est le plus en danger, mais c'est toujours fébrile, hein, c'est sûr. C'est toujours un peu limite. Alors, vous êtes dans la salle, vous avez vu ce film, vous avez des questions. Donc moi, je vais me taire. Ça va me faire du bien. Et puis, il y a 2 micros dans la salle avec 2 bénévoles qui vont se lever, qui sont là. Nous, on est un peu éblouis là avec les lampes, mais vous manifestez, vous levez la main. Et quand vous avez un micro, eh bien, vous pouvez poser une question à Marie ou à Vincent. C'est parti. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un petit témoignage. J'ai eu un très très grave accident. Je suis une ressuscitée, on pourrait dire. Et pendant toute ma convalescence, qui était très très longue, c'était pendant la sortie du film. Et je suis désolée, je suis très émue. Vous m'avez tellement portée, j'ai tout regardé sur vous, sur mon téléphone portable à la clinique. Je suis restée 3 mois. J'ai tout regardé sur Marie avec Claire Nouvian, etc. Tous les interviews, tous les reportages, tout sur mon petit téléphone portable tous les jours. Et je voulais vous remercier parce que ce soir encore, le film m'a beaucoup touchée. J'ai encore versé une larme. Et vous êtes mes éclats de vie et mes éclats d'amour. Merci. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir. En fait, j'ai une question pour chacun de vous. Monsieur Munier, une petite question un peu comme ça. Je me demande un peu ce qui vous fait revenir. Je comprends bien ce qui vous fait partir. Je me demande un peu ce qui vous fait revenir. Et Madame Amiguet, en fait, la première fois que j'ai vu le film, j'étais complètement entraînée dans leur voyage. Et là, cette fois-ci, je vous sentais, en fait. Du coup, à chaque fois, je me disais, mais c'est elle qui est en train de guetter ces 2 animaux, sauf qu'elle les a devant elle. Et quelque part, c'est un peu comme si vous guettiez le sauvage en eux. Et puis je me suis dit, peut-être qu'il y a eu aussi des scènes où elle a vu surgir le sauvage a posteriori. Peut-être que vous avez filmé des scènes et puis a posteriori vous vous êtes dit, ah mais là il y avait la panthère qui me regardait, et puis que vous avez retrouvé a posteriori des scènes que vous nous avez montrées et que vous avez reconnues comme étant importante. J'imagine que ça fait partie de votre travail. Oui. Oui, mon travail, c'était de m'effacer pour laisser vivre ce film. Si vous voulez, il n'a pas été écrit en amont. Comme je disais tout à l'heure en intro, moi j'avais un peu la trouille de filmer Sylvain, de l'embêter avec la caméra. Et donc il a fallu que je fasse comme je sais faire, c'est me faire toute petite. Et c'est vrai que cette formation de cinéma animalier qui est l'IFCAM près de Ménigoutte, ça m'a donné un peu des tuyaux pour approcher les animaux de manière discrète. Après, on se forme auprès des naturalistes. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, finalement, c'est filmer exactement comme vous dites l'animal en l'homme. C'est ça qui me plaît. Et effectivement, la panthère que vous voyez à la fin, moi j'ai attendu que Vincent me dise c'est bon Marie, tu peux la regarder, parce que j'étais trop occupée à les filmer. Et comme le film n'était pas écrit,
Mais si vous voulez, si je ratais ce moment où il les voit vraiment, c'était impossible, hors de question qu'on fasse semblant de la voir, quoi. Et j'étais un peu vexée au montage parce qu'on a eu un premier monteur qui disait mais là tu les as fait jouer là les deux. Et je disais mais tu rigoles. Je dis mais non, moi je les avais pas vus. Et puis voilà, après ça s'est terminé avec un autre monteur. On avait de meilleures affinités. Oui, alors c'est une question que ça m'est arrivé, hein, surtout. C'était au Kamchatka où c'était un des pays, comment dire, comme je le dis, c'est souvent des respirations. Je pars pour aller dans des endroits encore plus sauvages où je me sens mieux parce qu'en effet, on fait moins de mal à la nature. Notre espèce fait moins de mal. Donc le Kamchatka, j'ai failli vraiment y rester, quoi. Mais tellement je m'y sentais bien et tellement je trouvais qu'il y avait l'harmonie. Mais bon, après, je suis plein de paradoxes, comme on l'est tous. Et voilà, j'ai une fille de famille, j'ai un petit garçon de 11 ans. J'ai grandi dans les Vosges. Et autant il y a beaucoup de souffrance dans les Vosges parce que je les vois se détériorer. Je vois les forêts qui souffrent, qui sont à l'image de l'agriculture, qui sont dans l'intensification, dans la production du bois. Donc c'est toujours violent, mais quand même, il y a des racines qui sont là. Donc je suis toujours un peu dans cette balance entre vraiment vivre et puis est-ce que j'en serais capable de vivre vraiment très longtemps dans les endroits aussi éloignés, je suis pas certain, mais c'est surtout c'est des chocs, l'équilibre j'arrive pas à le trouver, hein, pour être sincère, je l'ai pas. Là, ça fait longtemps, on n'a pas repris l'avion depuis 2019, hein, le dernier voyage, je voyage beaucoup moins, j'essaye de... Et ça me fait beaucoup de bien de retrouver mes Vosges, hein, mais j'ai toujours été... voilà, même là, pour le Tibet, parfois, on partait souvent au mois de mars, février-mars, au moment du rut de la Panthère, et je quittais les Vosges alors qu'il y avait plein de neige, et j'étais partagé, je voulais presque pas y aller. Le plus dur, c'est tout ce passage de 3 jours d'avion, la police et tout ça, mais après, une fois que j'étais là-bas, c'était bon. Mais ouais, j'ai encore pas trouvé un équilibre en tout cas. Donc pour répondre à votre question, et je suis pas sûr en même temps. Il faut pas idéaliser cette vie de sauvage isolé tout seul. Je crois qu'il y a quand même si il y a quand même toujours un ancrage familial et puis les racines. Et en tout cas, moi, c'est ma forêt des Vosges. Ouais. Que tu nous as amené d'ailleurs au festival. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais une question. Vous avez souvent fait des... Pardon. Vous avez souvent fait des... Vous avez souvent fait des voyages en solitaire. Et là, il y avait quand même passablement de monde. Alors, il doit y avoir des pour et des contre dans les deux façons de voyager. Mais quels sont vos pour et contre ? Souvent, on aime voyager avec quelqu'un pour partager, mais... Il y a plus de bruit quand on fait des affûts. Oui. Non, mais c'est une excellente question. Après, on se conditionne. Là, en l'occurrence, au Tibet, j'ai quand même fait des voyages en solitaire où j'étais vraiment seul et à mon rythme, ça j'adore. Et après, bon, là, c'est un projet que je peux pas faire tout seul. Je manque de compétences. Et puis voilà. Puis comme je vous l'ai expliqué au début en introduction, il y avait ce besoin d'amener Sylvain, de Marie qui nous filme avec sa discrétion. Donc je me suis conditionné. Mais c'est un voyage qui est tout autre. Hein, je suis d'accord. Et là, j'avoue que ça me manque encore ces expéditions. En solitaire, là, j'en ai besoin. Je le ressens. Mais voilà, là je sais que c'était pour un projet, et puis il y a ce partage sur le terrain, comme je vous l'ai dit, où c'était ta question, ou je sais plus, le meilleur moment. Le meilleur moment du Tibet. Et je crois que c'était ça, c'était à la scène de fin, quand c'est Marie qui a trouvé la carcasse de panthère, hein, la carcasse de yak. Oh là là, non mais on est fatigué. Hein. Non mais il ne ménage pas, hein, notre ami Julien. Non, la carcasse de yak. En montant, on avait décidé d'aller dormir dans cette grotte avec Sylvain de loin. Et en montant, l'ascension était un peu compliquée. Marie était un peu en retrait. Et là, elle voit à la bourre. Et elle voit cette touffe. Elle me dit, écoute, Vincent, j'ai vu une touffe. Donc je vais revoir. Et c'était un yak qui était fraîchement tué. Il y avait vraiment les empreintes dans la neige fraîche de sang du félin, quoi, de notre gros lynx, quoi, de la panthère. Donc tout excité, on se met là et on commence à passer la nuit. On fait attention, on est à une centaine de mètres. Et c'est le matin au réveil où
vraiment à l'aube, où je m'extirpe de mon duvet et je vais voir et je me donne un coup de jumelle. Tout était très sombre et je vois juste la carcasse qui bouge, alors qu'il était bien mort. Donc il y avait bien une bête dessus. Et là, ce moment, il était d'une intensité folle, et c'est surtout après d'aller réveiller Marie et de le partager. Donc tout ça pour dire qu'il y avait quand même ce partage en direct, en live, qui n'était pas comme d'habitude par des conférences, des expos, des livres, et qui était hyper excitant, quoi. Donc voilà, les deux sont très différents, mais à plusieurs, il y a aussi des gros avantages. Et puis j'emmenais, parfois j'ai fait seul, mais j'emmenais aussi des amis, parce que on s'use les yeux dans les jumelles, c'est hallucinant. Et quand on est plus nombreux, on se relaie. Mais je vais pas me plaindre, hein, on a une chance inouïe d'aller là-bas. Mais on peut rester 8 heures les yeux dans la longue vue, à balayer, à scanner, comme on dit, chaque rocher. Et un morceau de queue de panthère qui dépasse, voilà, peut nous faire basculer toute la journée, quoi. Donc d'être à plusieurs, des fois, ça peut être aussi un avantage. Mais là, comme je vous le disais, je manque de me retrouver un peu en solitaire avec mon traîneau ou ailleurs, je sais pas, mais voilà. Et puis après. Alors justement, Sylvain Tesson, quelle est l'influence du livre de Peter Matthiessen dans cette aventure ? Alors là, je sais pas. Je sais qu'il l'avait lu. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des similitudes, évidemment, parce que c'est pas un photographe, mais c'est un biologiste, Georges Chaleur, et qui invite Peter Matthiessen, l'écrivain, à aller. Et ils sont restés 3 mois d'expédition sans la voir. Donc ça, je ne sais pas trop. Je pense c'est moi qui lui ai proposé à Sylvain, hein, sans penser à Peter Matthiessen. Et au départ, c'était juste pour faire les légendes de mon livre photo et faire ce film. Et il n'y avait pas cette idée de faire un récit comme il l'a fait de notre aventure. Donc je pense que c'est un peu un concours de circonstances, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, évidemment, mais j'aime bien parce que c'est très différent. Il y en a qui disent « il a copié Matthiessen », mais pas du tout, c'est moi quand même qui l'ai invité là, il voulait découvrir l'affût, et donc non, mais même au niveau de la spiritualité, le taoïsme et autres, il en parle énormément, Matthiessen dans ce livre, c'était très poussé. Sylvain l'a un peu évoqué, mais avec moins de profondeur. Mais alors, je ne sais pas trop l'influence, en tout cas, l'idée venait de moi, en tout cas. Mais à des moments, dans le film, il y avait sur la caméra, il y avait écrit que ça faisait moins 28 degrés, mais il faisait vraiment moins 28 degrés. Dit-elle paniquée. Oui. Non, on a eu ensemble là, on a eu quand même une matinée, quand on a fait une ascension à 5300 mètres là, on a eu une matinée qui était, moi j'adorais, à moins 35 degrés, et où vraiment t'as les poils du nez qui collent et tout. Non, ça c'était vraiment génial. Donc on a eu quand même des froids bien sévères, mais c'est pas. Alors ce qui est bizarre, ça doit être sympa à la montée. Donc tu transpires légèrement, puis après t'es humide, ça gèle instantanément, c'est ça? Alors le Tibet, bizarrement, on est très sec, tout est très sec, on transpire pas. Là, on reste un mois sur place sans se laver du tout. Hein. Faut savoir qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Sympa. Donc non, et ça c'est et tout ça pour dire que c'est souvent la poussière qui était le côté très sec du Tibet qui était presque plus difficile que l'Arctique, où en Arctique on avait des moins 45 degrés par exemple. Il m'est arrivé d'avoir moins 45 degrés dans la tente. Et donc là c'est venu sévère. Là c'est vraiment, mais là, en Tibet c'est cette poussière, et puis l'altitude. L'altitude, on a l'impression d'être un grand-père de 75 ans avec notre truc. On y va tout doux, on est au ralenti, vraiment. Oui, j'aimerais joindre les remerciements de tous ceux qui aiment la vie et toutes les manifestations du vivant, parce que vous nous avez fait entrer dans ces observations magnifiques, et puis en plus, sans devoir nous souffrir ni du froid, ni de toutes les contraintes que vous avez décrites, ni peut-être aussi des embrouilles que la vie à plusieurs peut générer. Mais j'ai une question par rapport à ce qui a été plusieurs fois exprimé dans
dans les commentaires une espèce de nostalgie quand même d'un humain qui avait cette forme de liberté, qui avait cette forme d'aisance dans son milieu complètement, avec tous ses sens en éveil. Et ça, c'est quelque chose que vous semblez regretter. Et ma question est de savoir si vous avez trouvé parmi les gens qui vivent dans ce pays, cet environnement si différent de celui des Vosges et de celui que nous avons ici, est-ce que vous les trouveriez un peu moins déconnectés ou au contraire, c'est déjà un petit peu peine perdue enfin, je sais pas, cette petite scène où on voit le jeune Tibétain trouver une mélodie que vous aviez en mémoire dans votre portable. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de leur rapport à cette diversité de la vie autour d'eux que nous, on admire magnifiquement, qu'on a souvent détruite chez nous, enfin, assez largement, mais comment vous les sentez, eux, par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils sont plus proches de ce qu'on a perdu ou pas? Oui, et puis on pourrait même rajouter quel impact on peut amener. Là, quand vous parlez du téléphone portable, ça met toujours... c'est des questions qu'on se pose. Hein. Oui. Notre venue dans ce milieu-là, où eux, ils sont... Non, l'harmonie, moi, je l'ai quand même assez... je l'ai trouvé, cet équilibre et qui fasse partie d'un tout. Je l'ai ressenti énormément au Kamchatka quand j'avais vécu avec les Cévennes il y a quelques années. C'était incroyable de voir à quel point ils étaient ancrés dans leur territoire et qu'il n'y avait pas de conflit, de haine, il n'y avait pas de bon, de mauvais, mais qu'il y avait une tolérance. Et c'est vraiment il y a une sémantique qu'on trouve pas chez nous, quoi, par rapport, par exemple, aux grands prédateurs ou que ce soit à la panthère. Là, la panthère, vous avez vu là on le voit pas, mais quand un animal un animal domestique se fait attraper par une panthère, ils sont pas complètement révoltés, quoi. Comme dit Sylvain, c'est pas marqué sur la route non aux ours, non aux loups, quoi. On en est loin, mais ils disent c'est la part des bêtes. C'est la part des bêtes, quoi. Ils savent qu'il y a à peu près 10% de leur cheptel qui est tué par les prédateurs sauvages, et ils l'acceptent. Et à l'inverse, ils disent même que parfois ce sont des alliés, comme il y a une compétition avec les herbivores sauvages. Quand il y a des prédateurs, des loups, ça les disperse et ça permet d'équilibrer le pâturage qui est très rare là-haut. Donc non, il y a une intelligence qu'on ne trouve plus chez nous, évidemment. Et nous, c'est ce qu'on dit en permanence. Je crois que c'est la thématique on n'arrête pas de le marteler, la thématique de ce festival, quoi. Le sauvage, où est notre place? Pourquoi est-ce qu'on s'est extirpé, cette rupture nature-culture? On en parle beaucoup, de plus en plus, avec des nouveaux philosophes qu'on ne voyait pas avant. Avant, on n'avait que des philosophes qui parlaient que de l'homme et de l'homme, je trouve. Et là, on a des philosophes, vous aviez Morisot ou d'autres, Després, où ça, c'est vraiment important. Et quand on est avec ces peuples premiers ou des nomades, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette étrangeté par rapport aux autres vivants. Merci beaucoup. J'ai juste une autre question par rapport au fait que vous êtes devenus un peu des vedettes. Non, mais je sais bien, vous n'avez pas du tout l'attitude de vedette, rassurez-vous. Mais par contre, ça fait un petit peu le même effet que les prix Nobel. Ici à Morges, il y a quelqu'un qui a reçu un prix Nobel, et depuis qu'il a reçu le prix Nobel, tout le monde vient l'interroger, tout le monde écoute assez religieusement ce qu'il a à dire. Donc du coup, quand on a des projecteurs qui se pointent sur une personne comme vous, sur des personnes comme vous, ben voilà, ça donne peut-être un autre écho, une autre portée à leur voix. Et ma question est de savoir dans quelle mesure, parce que le constat, évidemment, vous le faites avec nous, de l'état de la planète, il n'est pas toujours très réjouissant, mais est-ce que cette position d'homme écouté ou vu ou entendu avec une voix plus forte peut peut-être faire levier dans certains cas pour éveiller des consciences chez certains de nos Mitmenschen, comme on dit en allemand, de nos contemporains, qui n'ont pas cette conscience encore, parce qu'il y en a. Ah, c'est une excellente question. Et, non, vous faites une bonne analyse.
Et en plus, par quoi commencer? Après, le fait d'avoir sollicité Sylvain, j'avoue que c'est quand même pour jeter une passerelle encore plus loin. Parce que Sylvain, il est quand même beaucoup plus populaire, entre guillemets. Et ce film, il est militant. Hein. Il y a un partage, mais il y a aussi un message qui est fort, et par le beau. Et d'avoir un mec comme Sylvain Tesson, là, on a rayonné. Le fait que ce film est un succès, c'est juste... C'est juste génial. Non, mais aussi grâce aussi un peu à Sylvain, je pense. Qui élargit un peu, parce qu'on a touché des gens qui n'étaient pas du tout sensibles. Là, nous, on est très émus de voir ici votre retour, parce que vous êtes aussi un public, je pense, déjà un peu convaincu, évidemment, alors que lui, il allait chercher plus loin. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Des gens qui ne le sont pas du tout. Après, sur notre position sur cette, on a eu beaucoup de mal, Marie et moi, de cette notoriété là qui est un peu débordante et comment l'utiliser entre guillemets quoi. C'est un peu dur. On a fait des grosses pauses quand même. Hein. On a refusé tout. Il est dans 25 pays. On a refusé tout. Tous les distributeurs nous demandaient de le présenter là-bas. On n'y est pas allé. Pour une question éthique. Et puis après. On a fait ce film, c'est notre moyen de s'exprimer aussi. C'est pas après, c'est extrêmement délicat quoi. Et là tout l'été on a fait une pause. Là on a accepté parce que c'est Julien à la Salamandre, parce que Antoine Lavorel, un super jeune qui fait des super photos, qui peut-être là il était mon stagiaire. Il m'a dit il faut que tu viennes à la Salamandre. Et puis j'avais des bons souvenirs. Mais là on avait fait une pause qui était indispensable, Marie et moi. Sinon on est trop, ça nous pèse trop tellement. Le rôle premier, notre secret, c'est de se cacher et de pas du tout être sur les projecteurs. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est en 2022, il y en a marre, on n'avance pas assez, donc on se fait vraiment violence pour accompagner les messages et pour essayer de partager tout ça. Mais c'est compliqué, ça. Je sais pas si j'ai répondu à tout. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Bien. Tu sais ce que j'en pense, c'est que c'est dur pour moi aussi, je suis une grande timide, alors c'est très difficile de recevoir des compliments. Mais moi, ça m'apprend en fait que effectivement ma parole, notre parole peut avoir un peu plus de portée. Ça me dépasse un peu souvent, mais je prends conscience petit à petit, c'est un apprentissage, que effectivement, je peux peut-être dire des choses pas trop idiotes. Et que ça peut, comme la dame qui a eu un accident tout à l'heure qui parlait, ça m'a vachement émue. Ça peut sauver des gens, ça peut nous rappeler qu'en fait on est tous dans le même courant de vie et qu'on n'est pas tout seul quoi. Au milieu des vivants. Merci Florian pour ces deux questions. Autre question? Dernière question, une question d'enfant. C'est quand que vous avez eu la plus grosse peur en prenant des photos? Moi, je prends pas de photos, moi. Tu vas répondre. Bon, les ours, quand même, à un moment donné, on se demande jusqu'où ils vont aller. Hein. Non, les ours, c'est vrai que les ours, j'ai quand même eu un peu les pétoches. Je le montre pas trop, mais quand même. Hein. La situation commençait à devenir un peu délicate. Mais je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais souvent c'est une question que j'ai, hein, ça, sur la peur. Et sur la peur. Mais je trouve que c'est quand même super important d'avoir peur. Et c'est un sentiment qui est utile et on a toujours pour se sentir proie, quoi. Je sais pas. Alors c'est pas du masochisme, hein, mais de se sentir un peu fragile, c'est important dans la nature. Moi, j'ai vu ça au Kamchatka quand j'allais chercher les ours, où j'étais chez eux et c'était fabuleux de se sentir tout petit. Et j'empruntais leur sentier quand tout était mouillé. Là, je voyais sur mon impair, j'avais des poils d'ours sur moi et tout. C'était des sentiments qui étaient incroyablement forts. Et je trouve que c'est important de se sentir fragile. Donc, j'ai souvent peur. Souvent peur. Avec les ours, la panthère. Une fois, la panthère m'a chargé, mais elle s'est trompée. Elle croyait que j'étais probablement un yak. Et donc, elle arrive. Donc moi, je l'aperçois au soleil. Moi, j'étais à l'ombre. Je m'affale.
Donc je m'affale sur mon sac avec le téléobjectif dessus. Elle a vu juste le mouvement, tu vois, mon mouvement. Voilà, qu'elle change de direction. Elle a cru que c'était vraiment... Elle est comme un chat qui attrape une souris, qui chasse une souris. Elle déroulait ses grosses pattes face à moi, et moi, dans l'objectif, je voyais la bête qui grossissait. Et jusqu'à ce qu'elle soit dans l'ombre, c'est-à-dire à quelques mètres de moi, où là, je me suis dit, mais jusqu'où va-t-elle aller, quoi? Et je me suis levé, je dis, je ne suis pas un yak. J'ai montré que j'étais un homme, et après, elle a dévié. Et tu vois, tout ça, c'est... Souvent, je me posais la question, j'aurais pas dû... qu'est-ce qui serait passé si vraiment... Ça aurait été incroyable. De la laisser, d'avoir un contact avec la bête, quoi. C'est vrai. Donc voilà, c'est un sentiment qui est utile. Et je t'invite à aller dehors, tout seul, sans lampe électrique, sans téléphone, et dormir. Et tu verras, il y a des peurs, et tu arrives à les appréhender. C'est juste génial. Bravo pour la question. Moi, j'aimerais juste rebondir, Vincent, sur ce que tu as dit, ça me parle bien, et je pense que derrière la peur, il y a quelque chose aussi qu'il faut visiter, c'est un peu l'humilité. Parce que on vit dans un monde, comme tu disais avant, les philosophes qui parlent que d'humain finalement, c'est en train de changer, ça fait du bien, c'est le fin moment. Et moi, les quelques fois où j'ai eu peur dans la nature, ça m'est arrivé peut-être un peu moins souvent que toi, parce que j'ai côtoyé moins de grosses bêtes, et ben ça m'a aussi fait du bien. Je pense que de dormir dans une forêt, par exemple, où il y a des ours, eh ben, tout à coup, je me dis, ah oui, je suis pas Dieu, l'être humain qui fait tout ce qu'il veut sur Terre. Je suis un être vivant, il y en a d'autres. Je suis invité chez eux, comme tu l'as dit. Et ce serait bien que j'arrête un peu de déconner. Donc, je propose un stage pour nos ministres en forêt. Moi, je voulais juste dire merci, mais merci pour cette énergie, cette belle énergie que toute cette salle nous envoie. Là, j'ai tout qui tremble. Merci Julien, bravo. Eh ben, moi je crois qu'on va gentiment s'arrêter là. Philou, il a dit dernière question avant. Alors, comme c'est notre chef, sécurité, timing, logistique, j'ai compris le message. Je pense que... Donc on va gentiment arrêter ici la soirée. Et puis, ce qui est chouette, c'est que demain, vous serez encore là un petit moment. Et puis après, vous allez repartir dans les Vosges, je crois. Pour toi, Vincent. Pour toi, Marie, tu vas partir dans le sud. Tu vas aller quelque part dans un endroit secret des Alpes françaises pour participer au tournage d'un film sur le loup que nous présenterons ici dans exactement une année. Donc tu seras là avec nous l'année prochaine. Ah bon, déjà dans une année? Il sera fini? Et puis j'étais aussi très touché de ce que vous avez dit, de cette pause que vous avez fait cet été, du besoin de vous protéger aussi de cette notoriété qui est, je pense, pas facile à gérer, surtout quand on aime justement être seul. Et je crois que vous nous avez fait une grande preuve d'amitié en venant ici à Morges cette année. Merci beaucoup.